Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante d'une maman extraordinaire qui a transformé les défis de l'éducation de jumelles en une opportunité d'entrepreneuriat. Lorsqu'elle a réalisé que le monde salarié ne lui offrirait pas la flexibilité nécessaire pour élever dans un premier temps ses jumelles, puis ensuite son troisième enfant, elle a pris une décision hors norme et elle est devenue entrepreneur. Ainsi, nous découvrirons dans ce nouvel épisode comment Sonia a navigué à travers les défis et a construit une carrière florissante en tant qu'indépendante. Accueillons de suite Sonia. Bonjour! Bonjour Nathalie et bonjour à toutes celles et ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast et avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter justement à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, écoute, moi je suis donc Sonia, je vis en Seine-et-Marne et puis je suis une maman entrepreneuse multicasquette. Écoute, j'approche dangereusement de la quarantaine, même si dans ma tête je me suis arrêtée à peu près vers 28 ans. Parce que voilà, je pourrais dire que j'aime la vie, je vis la vie et puis je m'adapte surtout aux différentes étapes présentes à moi. Et puis toujours de façon assez positive et ambitieuse parce que je pense que c'est l'éducation que j'ai eue aussi. Et puis c'est comme ça que je suis passée effectivement d'un statut de cadre salarié, responsable marketing, directrice commerciale à aujourd'hui chef de gang. Alors qu'est-ce que c'est chef de gang? Je suis conseillère de vente en fait pour un réseau de mamans où je vends des jouets, des accessoires de puériculture, mais aussi community manager et plus largement partenaire dans l'accompagnement au marketing digital des entreprises. Voilà, je pense que c'était pour moi une nouvelle étape de vie. Je sais qu'il y en aura d'autres après, mais j'ai fait ce choix pour moi, pour mes enfants, mais surtout pour moi, je pense, en tant que femme, pour me reconnecter un peu à mes valeurs aussi. Oui, donc en fait, on va dire, comme beaucoup d'ailleurs de membres de la communauté de la tribu digitale, tu es slasheuse, tu as plusieurs métiers et l'entrepreneuriat te permet justement d'avoir ces différents métiers. Et c'est exactement ça, voilà. Et même mes enfants, des fois, se perdent un peu à ne plus savoir ce que fait maman comme métier parce que maman a fait beaucoup de choses. Et justement, en parlant de tes enfants, depuis quand tu es maman et combien d'enfants as-tu? Eh bien, écoute, je suis maman depuis 8 ans déjà. Donc, j'ai 2 magnifiques jumelles qui sont Lola et Mélissa, qui viennent juste de fêter leurs 8 ans. Et puis, je suis maman d'un petit Samuel qui va bientôt avoir 5 ans. C'est la cerise sur le gâteau, en fait, qui a complété la famille. Donc voilà, maman de famille nombreuse, des jumelles qui ont fait de moi une femme plus libre et puis le petit Samuel qui est né dans tout cet univers un petit peu maternant, voilà, et qui a concrétisé finalement ce côté entrepreneurial que j'ai maintenant depuis 6 ans. Waouh, en tout cas, effectivement, un beau changement de vie rien que pour tes enfants. Est-ce que tu peux nous raconter comment on s'est rencontrés?
Eh bien, écoute, on s'est rencontrés, c'était fin 2019. J'avais mon fils donc, qui approchait de ses 1 an. Et puis, la première année, c'est vrai, passe très, très vite quand on est maman, on ne la voit pas passer. Mais je me disais, bah voilà, ça y est, il va déjà avoir 1 an. Les filles, voilà, grandissent aussi. Et ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, j'avais arrêté déjà le salariat pour mes jumelles. Et là, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je me fixais le mois de septembre, la rentrée, en me disant, est-ce que je retourne dans le salariat ou est-ce que vraiment je tente ma chance de vivre à 100% de ce côté entrepreneuriat? Et donc, je regardais beaucoup de webinaires sur Facebook, un petit peu tout ce qui est mindset, etc. Et puis, je cherchais à trouver quelque chose qui me corresponde vraiment. Et puis, c'est là que j'ai découvert la formation de la tribu digitale et puis toi. Et donc, banco, voilà, je me suis lancée. C'est vrai que tes paroles, en fait, ont résonné en moi. On n'avait pas du tout le même parcours. On n'avait pas les mêmes problématiques non plus. Mais finalement, ça va être tout ce côté ambition, voilà, qu'on résonnait en moi, le côté être maman indépendante, pouvoir gérer la vie de maman, la vie professionnelle, et puis permettre aussi à d'autres femmes de le faire. Donc voilà, ça a été comme ça. Et puis du coup, la formation est arrivée en 2020, en pleine année Covid. Et puis tout le monde s'est un peu posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et au moment où voilà, je me suis retrouvée à travailler avec les enfants et le mari à la maison, c'était là que je me suis dit que j'y arriverais. Et encore plus, finalement, si j'arrive avec eux à la maison, j'y arriverai encore plus une fois qu'ils auront pris le chemin de l'école et du travail. Exactement, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de travailler de la maison avec les enfants et le mari, mais avec une certaine organisation, avec un respect aussi mutuel de chaque membre de la famille, on peut trouver sa propre organisation et on peut y arriver. Exactement. Il faut que tout le monde comprenne aussi qu'il y a une organisation à mettre en place et puis ça roule après. Exactement, c'est ça. Alors, si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Eh bien, écoute, je ne cherche pas, moi, spécialement à être une femme de pouvoir. Par contre, si je devais te donner un mix un petit peu, alors je suis désolée pour elle, mais ce serait un mix d'Élodie Gossuin et puis de Caroline Ingalls, de La Petite Maison dans la Prairie. Donc, Élodie, si un jour tu entends ce podcast, j'en suis vraiment désolée. Non, en fait, c'est pas du tout pour le côté Miss France et paillettes, mais c'est vrai que j'aime beaucoup suivre Élodie Gossuin sur les réseaux parce qu'elle affiche sa vie de maman de jumeaux x2 en plus, elle. En plus, oui. Voilà. Elle a 2 paires de jumeaux, mais elle garde toujours le sourire. Voilà, elle a une vie professionnelle aussi d'entrepreneuse, mais toujours une vie un peu décomplexée, montrer un peu la vraie vie. Et du coup, montrer aussi que la vie de maman, c'est pas toujours facile, mais qu'on arrive à s'en sortir. Donc voilà, pour ce mix-là. Et puis, voilà, peut-être que c'est ma génération aussi à moi. J'ai grandi avec La Petite Maison dans la Prairie. Et Caroline Ingalls, pour ce côté toujours forte. Elle était déjà un peu féministe à son époque, à remonter les manches quand il y avait besoin, à apprendre les bonnes valeurs à ses enfants. Et puis, au cours des épisodes, elle était à la fois maman, instite, elle travaillait dans les champs. Donc voilà, c'est vrai que ce côté-là, j'aime bien aussi. Si on peut l'appeler, appeler ça une femme à impact connu. Oui, elle est quand même connue. Rentrons maintenant, on va dire, un petit peu plus dans le vif du sujet, même si tu as commencé à nous raconter un petit peu ton histoire et comment tu as pris cette décision de te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux y revenir avec un petit peu plus de détails pour nous raconter un petit peu tout ce cheminement que tu as réalisé depuis que tu es devenue maman? En fait, l'histoire a commencé un peu déjà avant que je sois maman parce que c'est vrai que moi, quand j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite commencé à travailler et j'ai évolué très vite à des postes de responsabilité. Et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs de tous mes parcours. Voilà, il n'y a pas un parcours qui m'a fait dire je ne veux plus travailler de cette façon-là. Ça s'est toujours bien passé. Arrivé vers 25 ans, je gagnais très bien ma vie. Donc voilà, je faisais beaucoup d'heures, beaucoup de déplacements et à cette période de ma vie, ça me convenait très bien. Et puis, j'ai trouvé l'homme de ma vie. On a acheté la maison, on s'est mariés et là, voilà, le côté famille commence à travailler un peu et donc, j'ai trouvé un travail plus proche de chez moi, qui était peut-être un peu moins rémunéré, mais voilà, je commençais quand même à vouloir mettre un peu plus l'accent sur la qualité de vie aussi personnelle. Et puis voilà, je travaillais dans une équipe super et dans ma tête, j'avais des idées préconçues. Donc plus tard, je donnerai le biberon à mes enfants, comme ça, je partagerai les tâches avec monsieur qui se réveillera la nuit aussi pour changer les couches, etc. Mes enfants iront en crèche, je retournerai rapidement travailler, voilà, à mon poste, etc. Et puis, quand j'ai été enceinte, peut-être que c'est ça qui a fait tout changer, mais je suis tombée enceinte de jumelles, une grossesse gémellaire.
qui est une grossesse qui a été à risque pour moi. Donc, j'ai été arrêtée de travail très vite. Donc, à 2 mois de grossesse, déjà, je devais rester à la maison parce que voilà, je contractais un peu, j'avais des pertes de sang et c'était dangereux de faire des trajets, même si c'était pas très loin, de rester assise longtemps, etc. Et donc, c'est vrai que ça m'a coupé très rapidement, de façon pas préparée du tout, à quitter ce travail, où normalement, on prend du temps pour former un peu son remplaçant, etc. Moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la maison. Mais ce qui a fait quand même que j'ai pu mener à terme jusqu'au bout, finalement, cette grossesse, parce que voilà, les jumelles, je m'attendais à accoucher largement avant, et finalement, je suis vraiment allée au bout du terme. Mais j'ai accouché en fin d'année. Et quand on accouche en fin d'année, on n'a pas forcément de place en crèche tout de suite. C'est Donc clair. voilà, je rentrais un peu dans la vie compliquée de maman qui travaille. Et il a fallu donc je pose tous mes congés, etc. pour arriver jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, mes enfants avaient déjà 9 mois, donc j'avais fait 9 mois auprès d'elles. Et donc, je voulais reprendre, mais à mi-temps, avec un congé parental à mi-temps. Donc, quelques jours travailler en entreprise, quelques jours à la maison, tout en sachant que je serais très investie et que les quelques jours où je travaillerais en entreprise, je travaillerais comme si je travaillais une semaine complète. Et ça convenait bien à la direction à ce moment-là. Sauf que quelques temps avant que je reprenne la voie de l'entreprise, la direction avait changé et j'ai compris que ça ne se passerait pas aussi bien que prévu et que le nouveau directeur en place ne voyait pas d'un si bon œil le côté maternité que je faisais à mi-temps, etc. Et ça a été très vite. En fait, quand j'ai fait l'adaptation à la crèche de mes filles, je les ai déposées. Donc, le premier jour, je reste avec elles. Le deuxième jour, je les laisse un peu et je dois partir. Et pendant ce temps-là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appelé Pôle emploi. Je me suis renseignée un peu partout pour comprendre, voilà, si je fais une rupture conventionnelle, comment ça se passe. Et en fait, j'ai très vite compris que si j'arrêtais de travailler et que j'étais au chômage, je toucherais plus d'argent que si je travaillais à mon poste en investissant beaucoup, beaucoup sur les quelques jours où je travaillais et payer la crèche le reste du temps. Et que en plus, voilà, avec la nouvelle direction, je savais que ça ne serait pas non plus un retour idéal. Donc voilà, en 2 jours, ça s'est fait. On a très vite fait les calculs et compris comment ça allait se passer. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Donc autour de moi, la famille a très bien compris parce que voilà, ils savent que j'ai la tête sur les épaules et en plus avec 2 bébés, que je n'allais pas faire n'importe quoi. Mon mari a suivi aussi. Dans mon entourage, les gens n'ont pas tous compris parce qu'il y a toujours cet esprit de dire il faut faire comme tout le monde. En fait, tu as des enfants, mais tu retournes travailler. Voilà, de quelle honte tu oses t'arrêter de travailler pour rester avec tes enfants. Et donc, finalement, moi, c'est une vie que j'ai beaucoup appréciée. Parce que j'ai profité de cette liberté, profité de voir grandir mes filles, de voir la vie avec des yeux d'enfant, mais aussi le reste de la famille, parce que je m'étais quand même beaucoup investie dans mes anciens postes. Et donc voilà, là, je profitais aussi, puis bon, j'avais été alitée pendant un moment. Donc voilà, je ressortais, je revivais un peu. Mais c'est vrai que ce côté travail me manquait parce que c'est quelque chose que j'aime faire, de travailler. Et l'occasion s'est présentée quand j'ai fait un atelier de vente à domicile donc pour des jouets et accessoires de puériculture à la maison avec des copines. J'ai vraiment organisé ça à fond. Et donc, ça a tout de suite matché avec la fondatrice donc, de ce réseau de mamans qui m'a dit, écoute, il faut que tu fasses ça. En plus, t'es maman de jumelles. Je suis sûre que tu as plein de choses à apporter aux parents de jumeaux et tout ça. Et voilà, c'est vrai que j'ai très, très craqué. Je suis rentrée dans l'activité et ça a très bien marché tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis investie. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de marrainer d'autres mamans aussi. Et puis, ça a été au moment où je me suis lancée aussi un peu dans l'activité, un peu après le community manager avec la formation de la tribu digitale. Et ça m'a fait évoluer moi-même sur les réseaux sociaux avant de pouvoir déjà le proposer aux entreprises. Donc, pendant toute la période Covid, on va dire que je me suis lâchée un peu sur les réseaux moi-même, moi qui n'avais jamais fait de live, etc. Là, tout d'un coup, je faisais des lives pour tester, voir un peu ce que ça donnait. Je me mettais même à lancer un petit rendez-vous quotidien à chanter pour les enfants pendant le Covid, etc. Donc, vraiment, la formation a été vraiment complémentaire là-dessus. Et puis, travailler avec des mamans pour des mamans avec des horaires qui sont adaptés à une vie de maman, et bien, ça a été pour moi, voilà, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que c'est ça que je voulais continuer à faire. Ouais, et effectivement, du coup, tu as pu réfléchir finalement au moment où tu as mis tes jumelles à la crèche en te disant non, non, c'est pas ce que je veux du tout. Et puis, tu as eu aussi quelque part le culot de sortir de, comme tu le dis, du cadre de ce qu'on attend aujourd'hui des parents, alors des mères mais aussi des pères, de laisser leurs enfants à des personnes X ou Y qui vont les éduquer à leur place pour aller travailler. Et tu as fait le choix finalement de trouver un autre moyen
de pouvoir travailler, mais tout en étant présente pour tes enfants. Maintenant que tu es justement indépendante depuis plusieurs années, comment est-ce que tu parviens à concilier la gestion de ton entreprise et l'éducation de tes 3 enfants? Eh bien, finalement, c'est un peu la vie normale dans notre famille. C'est-à-dire que mes filles ont très vite connu maman qui travaille et puis mon fils est né dedans. Donc, on va dire qu'on a une vie un peu différente, même si mon mari, lui, travaille à des horaires, etc., continue à être salarié. Et donc, du coup, on a cette base-là un petit peu de référence. Mais les enfants ont l'habitude d'avoir des autres copains et copines dont les parents pensent que je ne travaille pas parce qu'ils me voient aux horaires d'école, le matin, le midi, le soir, etc. Mais voilà, c'est une gestion. Donc, au début, je travaillais sur la table du salon. Et puis, on a aménagé un petit coin de salon où j'ai pu poser un bureau entre 2 cartons et des jouets. Et puis, au bout d'un certain temps, donc ça fait maintenant 1 an et demi, on a dit que voilà, maintenant on arrêtait ça. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour toute la famille. C'est quelque chose qui me plaît et voilà, côté budget, tout ça, on s'en sort. Donc, on a carrément fait des gros travaux. On a réaménagé tout le sous-sol de la maison pour pouvoir m'installer un vrai bureau. Et donc là, les enfants comprennent que quand maman, elle est en bas, c'est comme ça que ça se passe. Maman travaille, on ne dérange pas. Des fois, je leur dis, pas forcément, j'ai aussi une activité où ils vendent des jouets, donc ils peuvent venir jouer et tout. Mais quand je suis en visio, ils savent que je suis en visio, ils ne dérangent pas non plus. Moi, au niveau organisation, je mets un réveil sur mon téléphone. Comme ça, je sais quand il est l'heure d'aller les chercher le midi ou d'aller les chercher le soir. Et en fait, ça m'enlève ça de l'esprit. Je n'ai pas du tout besoin de regarder tout le temps l'heure pour savoir est-ce que je ne vais pas oublier les enfants, parce que bon, ça peut arriver. Ça peut arriver quand on est à fond sur un truc de ne pas voir l'heure passer, effectivement. Voilà, donc j'ai juste ce réveil, c'est important. Et puis, je me fixe des temps, je planifie beaucoup. Donc, tout ce qui est rendez-vous en visio ou rendez-vous physique, ça va être en début de matinée ou début d'après-midi, ce qui fait que je sais que je peux aller chercher les enfants après à l'école. Quand mon fils était encore à la maison avant d'en rentrer en maternelle, je faisais mes visios à l'heure des siestes. Et puis, je travaille beaucoup la nuit aussi. Donc, quand c'est les vacances scolaires, les mercredis, etc., et que je passe du temps pour être avec eux, un vrai temps avec eux, où je ne peux pas mixer le travail et les enfants, je vais travailler un peu en soirée, mais c'est quelque chose qui me convient bien avec mon mode de vie à moi aussi. Voilà, je sais que je peux tenir après de travailler un petit peu en soirée pour être en forme le lendemain. Voilà, et puis c'est vrai que j'aime beaucoup aussi avoir ce côté où les enfants grandissent en se disant maman, elle a beaucoup de casquettes, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, parce que ça m'aide à leur dire écoute, toi aussi plus tard tu feras ce que tu voudras. Là, j'ai mes enfants qui disent moi je vais commencer plus tard, moi je vais tenir un Center Park parce que voilà, ça lui a plu de partir en vacances, et puis après je ferai pas de pâtissière parce que quand même j'aime bien faire des gâteaux, et puis je lui dis écoute, tu pourras faire tout ça, tu feras peut-être l'un après l'autre, il y a peut-être des choses qui se font ensemble, mais travaille pour, et puis tu verras que tu pourras choisir ce que tu voudras faire comme métier plus tard. Et c'est vrai que j'aime bien avoir cette philosophie aussi pour mes enfants. Oui, je te comprends tout à fait parce que moi, c'est pareil. Du coup, ils se voient travailler n'importe où, en France, à l'étranger, pas forcément en salariat, justement. Et c'est vrai que ça leur donne une certaine ouverture d'esprit. Quels sont les premiers défis que tu as rencontrés quand tu t'es lancée justement dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir les surmonter? Eh bien, on va dire, ça va être plutôt les horaires. C'est ça le défi qu'il a fallu que je surmonte. Ça a été, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de travail la nuit et en visio au départ. J'ai eu quand même des périodes, parce que voilà, je me suis lancée dans cette activité de community manager en plein Covid. Et puis, on a eu quand même la période où les enfants ont fait l'école à la maison. Donc, moi, mes filles, à ce moment-là, étaient en moyenne section. Donc, il fallait quand même leur apprendre des choses. Mon mari a eu un Covid long. Donc, il a été hospitalisé aussi à la maison, plusieurs fois à l'hôpital, etc. Et en fait, les défis que j'ai pu rencontrer aussi, c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, dans notre vie personnelle, j'ai l'impression qu'on peut moins le faire ressentir à nos clients. Il faut toujours qu'on soit au top. Parce que quand on va dans une entreprise, on peut parler avec ses collègues en disant voilà, il se passe ça, etc. Tout le monde est un petit peu plus indulgent. En tout cas, moi, je me fixe à moi de me dire, quoi qu'il arrive dans ma vie, le client, il paye pour une prestation, il n'a pas à savoir ce qui se passe. Donc, quand j'ai mes mercredis et mes vacances scolaires, c'est moi qui en profite à ce moment-là, et très bien, et je planifie bien tout, donc tout est nickel. Mais quand il arrive des problèmes dans ma vie, il faut encore que je sois au top pour que le travail soit fait aussi.
Et donc voilà, que ce soit la gestion des horaires au quotidien ou des petits imprévus, je pense qu'il faut toujours privilégier la qualité et ne surtout pas se cacher derrière des excuses en disant bah oui, mais là j'ai pas pu, donc tant pis pour le client. Non, en fait, voilà, il faut essayer que ça ne transparaisse pas et encore plus que si on était salarié avec une équipe autour de soi qui connaissent un petit peu plus notre vie privée. Oui, c'est vrai que tu as raison parce que finalement, le client, il nous prend, nous, en tant que consultante indépendante, pour la personne que nous sommes et pour l'expertise que l'on a. Et donc, si, on va dire, à la moindre problématique, on n'est plus disponible parce que, je sais pas, l'enfant a été malade, qu'on n'a pas bien dormi, que nous-mêmes, on est malade, etc., ça fait pas très sérieux parce que le client, comme tu le dis, il paye pour une prestation. Après, en fonction des clients, il y a aussi des clients qui sont très compréhensifs, heureusement d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser. C'est juste qu'on peut leur dire, voilà, là en ce moment j'ai une période un petit peu plus compliquée, mais t'inquiète pas, toutes les prestations sur lesquelles je me suis engagée seront réalisées, mais peut-être que tu recevras des mails le soir ou tard dans la nuit, ou tôt le matin plutôt que entre 9h et 17h du lundi au vendredi. Et en règle générale, ça ne leur pose pas de problème puisque l'objectif c'est vraiment de réaliser la prestation. Finalement, eux s'en fichent qu'on travaille le matin, l'après-midi, le soir, le week-end, etc. tant que la prestation est réalisée en temps et en heure, et de bonne qualité, bien sûr. Voilà, et puis il y a quelque chose qui est assez génial aussi, c'est la programmation des horaires pour les mails. C'est-à-dire que même quand on travaille la nuit, le client reçoit son mail le matin. Donc, ça, on peut se cacher derrière ça aussi. Il y a plein de choses qui nous aident comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent d'être plus fluides dans notre travail. Bon, maintenant que tu es passé justement par tout ce chemin de créer ton entreprise, de développer ton entreprise et puis de vivre aussi de ton entreprise, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à partager ou que tu aurais toi aimé recevoir au début de ton parcours entrepreneurial? Et qu'est-ce que tu pourrais partager aujourd'hui auprès de parents, soit de jumeaux, soit de familles nombreuses, qui envisagent de suivre ce chemin de l'indépendance? Alors, je dirais à ces parents qu'ils savent déjà gérer beaucoup de choses. Voilà, que sans s'en rendre compte, quand on a plusieurs enfants, surtout la gémellité, parce que c'est assez particulier, on a tout qui arrive en double. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, la poussette, ça y est, maintenant le grand ne va plus dedans, je peux le donner au petit, etc. Donc, on est obligé de tout gérer en double, de gérer ce lien fort qui unit les enfants, mais voilà, il y a tout autant de chamaillerie à gérer. Donc, que ça soit tenir un budget, que ça soit négocier, ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup à faire quand on a beaucoup d'enfants, que ce soit aussi accepter que des fois, il y a des choses qu'on ne puisse pas gérer. Donc, voilà, aussi, ça, c'est des choses où il faut accepter qu'on est très bon dans certaines choses et qu'il y a des choses sur lesquelles on va être un petit peu plus... on va accepter des choses un petit peu plus facilement. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai l'impression qu'on apprend encore plus quand on a des jumeaux et des familles nombreuses à gérer. Au départ, on pense surtout au budget parce que c'est vrai que quand on est parent de jumeaux, ne serait-ce que le prix d'une couche, on la connaît parce que, voilà, on va guetter la moindre promo pour savoir, oui, mais alors, avec tant de quantité de couches dans le budget, dans le paquet, pardon, on est à combien, etc. Donc ça, déjà, le côté budget, quand on est entrepreneur, on est un peu formé à ça. Et puis, toutes ces autres choses, voilà, par exemple, quand on a des jumeaux, on va savoir lequel va pleurer en premier quand il est l'heure de manger, lequel on va pouvoir préparer le plus vite parce qu'il s'adapte bien quand on a un rendez-vous avec le médecin, etc. Et finalement, une fois qu'on commence à connaître tout ça, c'est un peu la même chose quand on a des clients. On va savoir que ce client-là va toujours être un petit peu plus long à répondre, donc on va le relancer un petit peu plus. Voilà, c'est des choses de la vie quotidienne qui finalement on va le retrouver un petit peu dans le travail. Pour les parents de familles nombreuses qui hésiteraient peut-être à se lancer dans le côté entrepreneurial, moi je sais que si on avait pris un congé parental, très clairement financièrement on n'aurait pas pu tenir, mais par contre pour tout ce qui est enfants malades, grève, les vacances scolaires, etc., cette solution finalement est très très bien parce qu'on va vraiment pouvoir gérer la vie des enfants et une vie professionnelle dans laquelle vraiment on peut s'épanouir, être bien, ne pas stresser à la moindre alerte parce que aujourd'hui il a gelé, il n'y a pas de transport scolaire, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Oui. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est que ça apporte un plus aussi sur le côté gestion de famille, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas tous des parents ou des grands-parents qui peuvent être disponibles ou des oncles et des tantes. Donc, parfois, à côté de chez soi, le fait de travailler de chez soi, on sait qu'on va avoir les enfants à la maison parce qu'on a une grève, parce que l'un est malade ou parce que, comme tu le dis, il n'y a plus de bus à cause de givre ou de gel. Mais au moins, ils ont l'habitude
de nous voir travailler, on peut travailler, on peut faire des pauses pour pouvoir les gérer et on peut être avec eux et on n'est pas en panique de se dire: «Ouh là là, il va falloir que j'appelle mon patron pour négocier de travailler en télétravail ou de poser une journée à la dernière minute». Pour finir cette interview passionnante, est-ce que tu aurais justement une petite anecdote particulière ou marrante à nous partager en lien justement avec l'entrepreneuriat et puis ta famille nombreuse? Et ben, je pense que cette anecdote serait ma première photo de profil sur ma page Facebook quand je me suis lancée. Parce que quand on voit la photo, eh bien, je suis très sérieuse. On avait fait une petite mise en scène avec, donc j'étais bien sûr sur la table du salon, mais on avait mis l'ordinateur, le téléphone, un arrière-plan aéré, ça faisait sérieux, ça faisait professionnel. Et puis finalement, sous la table, quand on voit la photo en grand angle, eh ben, on voit mes 3 enfants éclater de rire sous la table qui font les zouaves parce que c'était rigolo de se cacher pendant que maman faisait la photo. Et je pense que c'est bien représentatif en fait de ma vie de maman entrepreneuse parce qu'il y a le côté pro qui est quand même très sérieux, il y a le côté la vie de famille où vraiment je profite vraiment de mes enfants et puis la limite est vraiment très étroite entre les deux. Donc voilà, cette photo-là, je trouve était assez représentative quand même de mon lancement entre voilà entre le Et côté pro et les enfants sous la table. je m'en souviens bien, effectivement. En tout cas, moi, j'ai vu que la partie officielle, pas la partie officieuse. Mais j'imagine, effectivement. Bah, merci de nous avoir partagé cette superbe anecdote. Merci aussi d'avoir participé à ce nouvel épisode de podcast. On arrive maintenant à sa fin et j'espère que l'histoire inspirante de Sonia vous a motivé et puis peut-être vous a aussi donné des idées sur la façon de transformer les défis de la vie en opportunités personnelles ou professionnelles. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, à laisser un petit commentaire, à liker ou tout simplement à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. De mon côté, bien évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une maman tout aussi inspirante et motivante que Sonia. D'ici là, passez une agréable journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.